Bonjour chers élèves, je suis Mohamed Ndiaye, professeur de SVT au lycée Thierno Seydou Nourou Tall. Je reviens pour terminer la leçon sur la régulation de la constance du milieu intérieur. Aujourd'hui, on va parler de la régulation de la pression osmotique et du pH. Introduction. Chez un sujet sain, la composition du milieu intérieur est constante malgré les échanges avec le milieu extérieur. Les modifications sont donc rapidement corrigées par l'organisme qui assure ainsi la stabilité du milieu intérieur par une poursuite perpétuelle d'un équilibre appelé homéostasie. Problématique, par quel mécanisme l'organisme maintient-il la constance de son milieu intérieur? Commençons par la régulation de la pression osmotique. Rôle du rein. La balance hydrique. Première activité. Première expérience. L'injection d'une solution de chlorure de sodium à 20 pour 1000 dans la carotide d'un chien donne les résultats suivants. Ces résultats sont consignés dans le graphique. Consigne décrit les variations de la diurèse en fonction du temps à la suite de l'injection de la solution de chlorure de sodium à 20 pour 1000. Ibrahima, essaie de nous décrire ce graphe. Très bien. L'augmentation de la pression osmotique due à l'injection de NaCl entraîne une baisse de la diurèse. Tout à fait. Deuxième expérience. Après absorption d'1 litre d'eau, les mesures de la pression osmotique du plasma et de la diurèse chez un sujet donnent les résultats suivants. Vous avez un deuxième graphique. Consigne décrit les variations de la pression osmotique du plasma et de la diurèse en fonction du temps à la suite de l'ingestion d'1 litre d'eau. Kumba, bien, l'ingestion d'eau entraîne la baisse de la pression osmotique qui entraîne l'augmentation de la diurèse. Maintenant, on va essayer d'interpréter ces résultats. Aline, essaie un peu d'interpréter ces résultats. D'accord? Le rein augmente ou réduit la réabsorption de l'eau pour corriger respectivement une hausse de la pression osmotique ou une baisse de la pression osmotique du milieu intérieur. C'est ce qu'on appelle la balance hydrique. Deuxièmement, la balance minérale. Activité 2, expérience. L'injection d'une solution saline à un animal entraîne l'augmentation de la concentration de sel dans l'urine alors que l'absorption d'une grande quantité d'eau provoque une baisse de la concentration de sel dans l'urine. Consigne, explique les mécanismes par lesquels le rein maintient constant la concentration de sel dans le milieu intérieur. Interprétation. Salut, est-ce que tu peux nous interpréter cela? Ok, le rein augmente ou réduit la réabsorption de sel pour corriger respectivement une baisse ou une hausse de la pression osmotique du milieu intérieur. Cela s'appelle la balance minérale. Comment se fait la régulation de l'activité rénale? D'abord, régulation de la balance hydrique. Observation.
Le diabète insipide est une maladie caractérisée par une polyurie, quel que soit l'état hydrique du sujet. Les malades présentent des lésions au niveau de la post-hypophyse. Problématique: quelle est la relation entre ce diabète et la post-hypophyse? Activité 3. Expérience 1. On injecte dans une veine de la jambe d'un chien B 10 ml de sang issu d'un chien A soumis à une injection dans la carotide d'une solution de NaCl à 2%. On obtient les résultats suivants. Les résultats donc sont matérialisés par le graphe. Consigne: décrit les résultats obtenus à la suite de l'injection de la solution de chlorure de sodium. Alpha, essayez de nous décrire ce graphe. Bien, à la suite de l'injection d'une solution de chlorure de sodium à 2%, on observe une chute importante de la diurèse. Deuxième expérience, on procède à l'ablation de la post-hypophyse qui entraîne, chez un sujet, l'apparition du diabète insipide. Des injections répétées d'extraits post-hypophysaires corrigent les troubles. Consigne: déduit de ces résultats le paramètre à l'origine de la réponse, le rôle de la post-hypophyse et son mode d'intervention dans cette régulation de la pression osmotique du milieu intérieur. Déduction: Jean-Jacques. Bien, la post-hypophyse est stimulée par l'augmentation de la concentration de sel dans le sang. Son rôle est de réguler la balance hydrique par voie humorale, autrement dit par voie sanguine. Elle libère dans le sang une hormone qui stimule la réabsorption d'eau au niveau des tubes rénaux. Cette hormone sécrétée est l'hormone antidiurétique ou ADH. Alors, le schéma suivant résume un peu la régulation de la pression osmotique par l'ADH. À gauche, vous avez les gains apportés par les aliments, les boissons, ce qui augmente la volémie et baisse la pression osmotique. Ceci inhibe la production d'ADH, qui est l'hormone antidiurétique, et la conséquence, c'est une faible réabsorption d'eau et une urine abondante. À droite, on a les pertes par l'urine, par la respiration, par la transpiration, etc., ce qui entraîne une baisse de la volémie et une hausse de la pression osmotique. Ceci stimule la production d'ADH, et l'ADH stimule la réabsorption d'eau, donc qui est réabsorbée en grande quantité, et au contraire, la production d'urine devient très peu abondante. Passons maintenant à la régulation de la balance minérale. Activité 4, expérience. L'ablation des corticosurrénales entraîne l'augmentation de la concentration de sodium dans l'urine, qu'on appelle communément une fuite de sodium. Des injections d'extraits corticosurrénaliens ou d'aldostérone suppriment ces troubles. La consigne déduit de ces résultats le rôle des corticosurrénales et leur mode d'action. Déduction. Aziz, essaie de nous déduire ta conclusion de ces résultats. Bien, les corticosurrénales régulent la balance sodique par voie humorale. Elles sécrètent l'aldostérone qui stimule la réabsorption de sodium. Le schéma suivant permet donc de résumer cette régulation de la balance minérale.
À gauche, on a les gains apportés par les aliments, sel de cuisine, etc. Et ces apports inhibent la production d'aldostérone par les corticosurrénales, ce qui entraîne une faible réabsorption de sodium et par contre une importante élimination donc, de sodium dans l'urine, ce qu'on appelle fuite de sodium. À droite, les pertes par l'urine par la transpiration entraînent donc une augmentation de la production d'aldostérone parce que ça stimule les corticosurrénales. Conséquence, le sodium est réabsorbé en grande quantité et on trouve peu de sodium dans l'urine. Maintenant, passons à la régulation du pH du milieu intérieur. On définit d'abord le pH et on donne ses limites et ses variations. Le pH ou potentiel hydrogène est déterminé par la concentration en ion H+ d'une solution. Il indique l'acidité, l'alcalinité ou la neutralité d'un milieu. Le pH du milieu intérieur est en moyenne de 7,4 plus ou moins 0,05. Lorsqu'il baisse en deçà de 7,35, c'est l'acidose. Et lorsqu'il augmente au-delà de 7,45, on parle d'alcalose. L'acidose comme l'alcalose peuvent avoir des causes respiratoires et métaboliques. L'acidose respiratoire survient en cas d'hypoventilation qui conduit à une rétention de dioxyde de carbone. La réaction suivante nous montre que s'il y a une hausse de CO2 dans le sang, on a également une augmentation de l'acide carbonique H2CO3. Cet acide carbonique se dissocie pour donner des ions H+ et des ions HCO3-. Donc, l'augmentation du taux d'ion H+ entraîne donc l'acidose. L'acidose métabolique, par contre, survient quand les entrées nutritionnelles et métaboliques d'acide sont excessives, quand on consomme trop d'aliments ou de boissons acides. L'alcalose respiratoire survient lorsqu'il y a une hyperventilation qui conduit à une baisse de la pression de dioxyde de carbone dans le plasma. La réaction suivante nous montre ce qui se passe quand il y a baisse du taux de CO2. Cela entraîne également une baisse du taux d'acide carbonique H2CO3 qui se dissocie aussi et cela entraîne une baisse d'ion H+ dans le sang. L'alcalose métabolique peut être due à un vomissement excessif qui réduit le contenu acide de l'estomac ou une ingestion excessive d'antiacides contenant du bicarbonate, etc. La problématique, c'est par quel mécanisme l'organisme assure-t-il la régulation du pH? Cette régulation peut se faire par les tampons biologiques. Qu'est-ce qu'un système tampon? Un système tampon est un système qui minimise les variations du pH d'un milieu lorsqu'on y ajoute un acide fort ou une base forte. Il est composé d'ions et de molécules non dissociées. Des systèmes tampons existent dans le plasma et dans les hématies. Voyons ce qu'il y a dans le plasma. On peut citer comme exemple le couple acide carbonique hydrogénocarbonate, par exemple H2CO3 et l'hydrogénocarbonate de sodium. On peut avoir le couple dihydrogénophosphate, monohydrogénophosphate, H2PO4- et HPO4-2-. On a aussi, toujours dans le plasma, le couple protéine-protéinate. Dans les hématies, on a également des tampons, par exemple le couple hémoglobine-hémoglobinate. Prenons comme exemple le couple acide carbonique hydrogénocarbonate de sodium. Activité 5, première expérience. On ajoute un acide fort dans un milieu neutre. Le pH passe de 7 neutre à 1, très acide. On ajoute la même quantité d'acide dans un milieu identique,
mais dans lequel on a ajouté le couple H2CO3 et NaCO3. Le pH passe alors de 7 à 6,50. Deuxième expérience. On ajoute une base forte, la soude, dans un milieu neutre. Le pH passe de 7 à 14. On ajoute dans ce milieu la même quantité de base, mais on a au préalable ajouté à ce milieu le couple H2CO3 et NaCO3. Le pH ne passe alors que de 7 à 7,50. Consigne: explique la faible variation du pH du milieu dans lequel on a introduit le couple H2CO3 et NaCO3 quand on y ajoute un acide fort ou une base forte. Explication. Aram, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe dans ce milieu lorsqu'on ajoute un acide fort? Lorsqu'on ajoute un acide fort, l'acide chlorhydrique dans le milieu, le pH varie faiblement parce qu'on se retrouve avec un acide faible. Que se passe-t-il? L'acide chlorhydrique se dissocie pour donner les ions H+ et Cl-. NaHCO3 se dissocie également pour donner HCO3- et Na+. Les ions H+ se combinent aux ions HCO3- pour donner l'acide carbonique, tandis que les ions Na+ captent les ions Cl- pour former le chlorure de sodium. Donc on a introduit un acide fort, on se retrouve avec un acide faible, d'où la faible variation du pH. Lorsqu'on ajoute une base forte dans le milieu, on se retrouve avec une base faible. Par exemple, la soude se dissocie pour donner Na+ et OH-. H2CO3 se dissocie également pour donner HCO3- et H+. Les ions Na+ se combinent avec les ions HCO3- pour donner NaHCO3, tandis que les ions H+ se combinent à OH- pour donner de l'eau. Donc, on a introduit une base forte et on se retrouve avec une base faible. Passons maintenant à la régulation du pH par les systèmes d'élimination. D'abord, les poumons. La ventilation pulmonaire est un moyen rapide de lutter contre les variations du pH du milieu intérieur. L'hyperventilation permet de corriger la baisse de pH. Quand il y a hyperventilation, il y a élimination rapide du CO2, ce qui, selon la réaction, va entraîner une baisse du taux d'ion H+ dans le sang. Par contre, l'hypoventilation permet de corriger la hausse du pH. Selon toujours la formule, quand il y a hypoventilation, il y a accumulation de CO2 dans le sang, ce qui entraîne une augmentation du taux d'ion H+. L'autre système d'élimination, c'est les reins, et ces reins également interviennent dans la régulation du pH. Les reins participent à la régulation du pH du milieu intérieur par l'élimination d'ion H+. Cette élimination s'effectue selon plusieurs modalités. Et ça se fait généralement en échange d'autres cations, principalement le sodium. On voit ici donc le schéma qui montre le sang d'une part, les urines d'autre part, et entre les deux, les cellules rénales. Par quelle modalité le rein élimine-t-il les ions H+? Première modalité, par l'élimination de phosphate acide. On a donc Na2HPO4 et le rein remplace Na+ par H+, et on obtient NaH2PO4 qui est éliminé. Deuxième modalité, c'est la sécrétion de l'ammoniac. À partir de NH3, les reins donc vont synthétiser NH4+, en y ajoutant simplement un ion NH+. Et là aussi, il y a
réabsorption de sodium en échange avec l'ion H+, éliminé. Troisième modalité, la réabsorption des hydrogénocarbonates. Ainsi, donc, les reins éliminent des ions H+, issus de l'acide carbonique. Et cet acide carbonique permet, avec les ions Na+, donc, de réabsorber NaHCO3. Voilà donc, on va procéder à une petite évaluation pour finir. On fait ingérer à deux chiens A et B une grande quantité d'eau, puis on injecte au chien A 10 ml de sang prélevé d'un chien C qui a subi au préalable l'injection d'une solution de chlorure de sodium à 20 pour 1000. Les résultats sont consignés dans le graphe qui suit. Voici le graphe avec l'injection d'eau, l'injection de sang issu d'un chien C au chien A, et donc les courbes qui montrent l'évolution de la durée chez ces deux chiens. Question, analyse et interprète ce graphe. Je vous souhaite bon travail et à la prochaine pour une autre leçon. Je vous remercie.